Bonjour, chers étudiants. Toujours dans le cadre de notre module Terminologie des sciences économiques et de gestion, destiné aux étudiants de deuxième semestre de tous les groupes, on est sur la 4e séquence. L'offre et sa diminution et sa loi. C'est le point sur lequel on va commencer cette 4e séquence. L'offre, c'est la relation entre plusieurs prix fictifs d'un bien ou service au marché et le total des unités que les producteurs veulent vendre à chaque prix. Donc, on a présenté la demande dans les séquences précédentes. On va maintenant s'attaquer à l'offre. La loi de l'offre stipule que, suite à l'augmentation du prix du marché d'un produit ou d'un service, les producteurs offrent plus d'unités. Donc, c'est cette relation croissante entre l'offre et le prix. Donc, plus le prix il augmente, plus les producteurs ils seront intéressés à offrir plus et à produire plus. العرض تعريفه وقانونه وبعد الإشارة إلى قانون الطلب والاستثناءات ومحددات الطلب هنا سوف نقوم بتوضيح العرض الجانب الآخر للسوق وهو العرض من خلال تعريفه وتعريف قانونه. العلاقة بين عدة أسعار افتراضية لسلعة أو خدمة في السوق وإجمالي عدد الوحدات التي يرغب المنتجون في بيعها عند كل سعر افتراضي هذا هو ما نعرف به العرض. العرض إذن هو تلك العلاقة ما بين الأسعار الافتراضية للسلعة والخدمة وكذلك السعر الافتراضي لهذه السلعة أو الخدمة. قانون العرض. على ماذا يستند قانون العرض؟ قانون العرض ينص على أنه مع ارتفاع سعر السوق لسلعة أو خدمة معينة يعرض المنتجون وحدات أكثر. إذن هنا من خلال هذا القانون قانون العرض ينص أنه عندما يرتفع سعر السوق لسلعة أو خدمة معينة فإن المنتجين يعرضون وحدات أكثر يقومون بعرض وحدات أكثر وبالتالي هناك علاقة اضطرادية ما بين العرض وما بين السعر. Les déterminants de l'offre, on va les synthétiser autour des facteurs de production qui sont le travail et le capital. محددات العرض. محددات العرض أساساً نلخصها في حول عوامل الإنتاج وهم عاملي العمل والرأسمال. Dans une remarque, on peut parler également d'une troisième variable ou bien d'un troisième facteur de production, ce qui est le progrès technologique. كملاحظة يمكننا الحديث كذلك عن متغير ثالث أو عامل ثالث للإنتاج وهو التطور التكنولوجي. Ce qui est à retenir à ce niveau-là, c'est que l'offre est une fonction croissante par rapport au prix. L'offre est déterminée par les facteurs de production. Maintenant, revenons sur notre situation de concurrence pure et parfaite. On a parlé que l'équilibre du marché de concurrence pure et parfaite, c'est lorsqu'il y a l'égalité de l'offre et de la demande. Et on a explicité la demande, sa loi, ses déterminants et ses exceptions. On a explicité également l'offre, sa loi et sa définition. Maintenant, une entreprise qui appartient à ce marché-là, comment il se comporte? Donc ici, à cet équilibre-là, on va distinguer deux périodes, en courte période et en longue période. Donc, qu'est-ce qui arrive aux entreprises en courte période? En courte période ou à court terme, chaque entreprise dans ce marché cherche un profit maximum, ce qui est logique, lucratif. Chaque entreprise cherche à maximiser son profit total. Mais quel est l'impact? L'impact, c'est que l'équilibre dans l'entreprise est atteint lorsque son coût marginal est égal au prix du marché. C'est quoi le coût marginal? Le coût marginal est le coût de la dernière unité produite. Donc ici, c'est la condition d'équilibre qu'on va retenir en courte période, c'est l'égalité entre le prix. Et là, le prix, il vient d'où? C'est le prix qui est suite à l'égalité de l'offre et de la demande sur le marché. Comme ça, on a dit que l'entreprise est les preneurs du prix. Il prend ce prix-là et il produit les quantités en fonction de l'égalité entre le prix et le coût marginal. Donc, quand vous allez le constater, en court terme, le profit il est maximum et l'égalité c'est entre le prix et le coût marginal. Et qu'est-ce qu'on veut dire par coût marginal? C'est le coût de la dernière unité produite.
توازن المقاولة في سوق المنافسة الخالصة والكاملة. نعود هنا إلى سوق المنافسة الخالصة والكاملة، وقلنا بأن التوازن السوق، وهنا سوف نفرق ما بين توازن السوق وتوازن المقاولة داخل السوق. توازن السوق يحدث عندما يكون هناك لقاء ما بين العرض والطلب، تقاطع ما بين العرض والطلب، وقمنا بتوضيح العرض وتوضيح الطلب، قوانينهما وكذلك محدداتهما، وكذلك استثناءات التي تخص هذا المجال. إذا المقاولة التي توجد في سوق المنافسة الخالصة والكاملة كيف تحدد توازنها؟ هنا سوف نتحدث عن أمدين، الأمد القريب والأمد البعيد. في الأمد القريب كل مقاولة في السوق تبحث عن أقصى ربح ممكن، طبيعي. يحدث توازن المقاولة عندما تساوي كلفتها الحدية سعر السوق. السعر يأتي من السوق، وهنا قلنا بأن المقاولة يفرض عليها سعر السوق ولا يمكنها تحديد السعر، ولكنها تقوم بتحديد سعر منتجاتها من خلال سعر السوق. عندما كيف تقوم بإنتاجها أو توازنها؟ تقوم بإنتاج الكمية التي تمكنها من تحقيق التساوي ما بين التكلفة الحدية لو كو مارجينال وسعر السوق أي لو بري دو مارشي. ماذا نقصد بالتكلفة الحدية؟ هي تكلفة آخر وحدة منتجة. تكلفة آخر وحدة منتجة هي التكلفة الحدية، c'est-à-dire le coût marginal. ماذا يحدث في الأمد البعيد؟ Qu'est-ce qui se passe en longue période ou bien à long terme? Donc en longue période ou bien à long terme, le nombre des entreprises augmente. Normalement, attiré par le profit, il n'y a pas de barrière à l'entrée et à la sortie. Rappelez-vous des conditions de la concurrence pure et parfaite. Le nombre des entreprises, il va augmenter. Donc cette augmentation du nombre des entreprises, il va entraîner une obligation aux entreprises. Dans ce cas, chaque entreprise est obligée de minimiser son coût moyen. Donc de pratiquer des coûts qui sont le plus faibles possible. Le profit total des entreprises à long terme devient nul ou bien tend vers zéro. Pourquoi? Parce que plus le nombre des entreprises augmente, plus le profit il est partagé. Les entreprises essayent de minimiser le coût moyen pour rester bénéficiaires, mais à un certain moment, le nombre il est tellement grand que l'entreprise n'arrive pas à supporter et son profit tend vers zéro, et dans ce cas-là, il peut sortir du marché s'il trouve que le marché n'est pas intéressant pour elle, sinon il innove. على المدى الطويل ماذا يحدث؟ ماذا يحدث في المدى الطويل أو المدى البعيد؟ يزداد عدد المقاولات، وهذا طبيعي لأن هذه المقاولات تنجذب من خلال الربح الذي يتواجد في هذا السوق. إذا كان هناك ربح فإن المقاولات سوف تأتي. تذكروا معي أنه في حين عندما تحدثنا عن فرضيات المنافسة الكاملة والخالصة تحدثنا عن السيولة وعن قدرة المقاولات على الدخول إلى هذا السوق بدون أي عوائق. إذن عندما تنجذب للربح فإنها يمكنها أن تقوم بعرض منتجاتها والإنتاج داخل هذه السوق. يزداد عدد المقاولات في هذا ما يفرض على المقاولة أنها تصبح ملزمة بتقليل متوسط تكلفتها. إذن المقاولة تضطر إلى تقليل بشكل واضح تكاليفها كي تظل في قدرتها التنافسية مستمرة في البقاء في هذا السوق. لكن الربح الإجمالي للمقاولة على المدى الطويل يصبح منعدما. هذا ما يؤديه ارتفاع المتزايد لعدد المقاولات وانفتاح السوق على عدد المقاولات، مما يؤدي إلى انعدام الربح الإجمالي. إذن مهما فعلت المقاولة فإنه في نهاية المطاف فإن هي سوف تصل إلى الحد الذي تصبح فيه غير قادرة على الربح في هذا السوق، فيكون أمام خيارين: إما تطوير طريقة الإنتاج وبالتالي خفض التكلفة للربح أكثر لأن السعر يأتي من السوق، كذلك هذا السعر ينخفض لأن زيادة عدد المقاولات زيادة المنافسة فإن سعر السوق سوف ينخفض مع مرور الوقت، بالتالي هامش الربح سوف ينخفض أو تقوم بالخروج من السوق والدخول إلى سوق آخر.
Le marché de concurrence pure et parfaite est avantageux pour le consommateur. Ça, c'est le point que nous avons déjà relevé avant. Donc, c'est un marché. Pourquoi c'est avantageux pour le consommateur? Parce qu'il achète avec le prix du marché qui est égal au coût marginal. C'est-à-dire, vous achetez avec le prix de la dernière unité, avec le coût de la dernière unité produite. Ce marché permet une meilleure utilisation des ressources rares. Pourquoi? Parce que les entreprises sont toujours censées réduire leurs coûts et par conséquent, il n'y a pas de gaspillage, donc une meilleure utilisation des ressources rares. Troisièmement, ce marché n'est pas avantageux pour le producteur parce que, comme on vient de le dire, c'est un marché où l'avantage est perdu par la suite, suite à l'annulation du profit total. سوق المنافسة الخالصة والكاملة هو في مصلحة المستهلك. مصلحة المستهلك قلنا ذلك وناقشناه من أنه المستهلك هنا يشتري بسعر السوق وهو يساوي التكلفة الحدية للمقاولة. هذا السوق يسمح باستخدام أفضل للموارد النادرة. لماذا؟ لأن المقاولة لا تكون مبدرة، لأن عندما تبدر فإن تكلفتها سترتفع، وفي هذا السوق هي محتاجة جدا إلى خفض تكلفتها لأنها السعر مفروض عليها من السوق، وفي إطار هذه التنافسية فهي تضطر لاستعمال معقلا للموارد النادرة. هذا السوق ليس في مصلحة المنتج. لماذا؟ لأنه سوق تنافسي جدا، وبالتالي فإن المنتج يكون مضطرا إلى التخلي عن ربحه في الأمد الطويل، وفي تنافسية أكبر فعلى المدى الطويل يصبح مضطرا إلى إما تطوير إنتاج طرق الإنتاج أو الخروج من السوق نهائيا. Ce qui est à retenir, c'est que l'équilibre d'un marché de concurrence pure et parfaite, donc il y a deux équilibres pour l'entreprise. Il y a l'équilibre en courte période, c'est-à-dire matérialisé par le prix est égal au coût marginal qui va nous donner le maximum du profit total. Et en longue période, l'équilibre, c'est le profit total est égal à zéro et le point de départ, c'est le coût moyen et minimum. On va passer maintenant à une deuxième structure du marché, c'est le marché du monopole. Donc le marché du monopole est un marché où il n'existe qu'un seul vendeur. C'est le cas contraire complètement du marché de concurrence pure et parfaite. Donc le marché de monopole, c'est un marché où il n'existe qu'un seul vendeur, c'est-à-dire que la concurrence, elle est nulle. La demande adressée au monopole est de fait la demande du marché. C'est-à-dire que une seule demande du marché par rapport parce qu'il y a une seule entreprise ou bien un seul producteur. Le monopole peut fixer les prix du marché en ajustant sa quantité d'output ou bien fixer la quantité. Donc le monopoleur ici, ou bien la situation qui existe dans une situation de monopole, c'est-à-dire elle est seule sur le marché, c'est elle qui décide sur le prix. Et comment il va choisir ce prix-là? On va voir par la suite comment il détermine ce prix-là qui lui permet de maximiser son profit. Ce qui est basique, c'est qu'une seule entreprise et une seule entreprise sur le marché. Dans le cas du monopole, c'est le cas où il n'y a pas du tout de la concurrence. سوق الاحتكار هو السوق النقيض لسوق المنافسة الخالصة والكاملة. وسوق الاحتكار هو سوق يوجد به بائع واحد فقط، أي عرض واحد ومقاولة واحدة فقط. طلب على الاحتكار هو في الواقع طلب السوق لأنه يوجد بائع واحد فقط. يمكن للاحتكار أو للمحتكر تحديد سعر السوق عن طريق ضبط كمية الإنتاج أو تحديد الكمية. بالتالي فإنه سوف يحدد السعر الذي سيمكنه من تحقيق أكبر ربح ممكن. وهنا نتحدث أنه نقيض كذلك إذا كانت المقاولة في السوق منافسة خالصة والكاملة لا تحدد السعر بل السوق هو الذي يحددها، فإن المحتكر فهو الذي يحدد السعر لأنه يمثل العرض كله وهو يقوم فقط بضبطه على مستوى الطلب الذي يمكنه من تحقيق أكبر ربح ممكن. أنواع الاحتكار. Donc, est-ce qu'il y a des typologies du monopole? Donc, les types du monopole, c'est le point qu'on va analyser. Le monopole légal voulu par les pouvoirs publics et réglementé par eux. Donc, le monopole légal, c'est un monopole qui est présenté par les pouvoirs publics et réglementé par les pouvoirs publics. L'ihtikar
قانوني هو النوع الأول للاحتكار، هو احتكار المفروض من قبل السلطات العمومية والتي تقوم بتنظيمه، أي أن هنا السلطات العمومية أو الحكومات هي التي تفرض بنص قانوني تواجد مقاولة واحدة، في الغالب ستكون مقاولة حكومية عمومية هي التي تقوم باحتكار السوق أو بتصريف هذا المنتج من خلال قوانين والقرارات المنظمة لهذا السوق. Le monopole naturel, qui est un petit peu difficile à se réaliser dans le cas pratique, c'est dans le cas où une seule entreprise peut satisfaire l'ensemble de la demande à moindre coût. C'est-à-dire que c'est le monopole imposé par la force de l'entreprise, parce que l'entreprise est tellement forte que les coûts ils sont faibles que aucun concurrent ne peut entrer sur son marché. Les concurrents éventuels ne peuvent pas produire à des conditions aussi avantageuses en raison de la lourdeur des coûts fixes. C'est-à-dire que la force ou la taille plus importante de cette entreprise-là qui lui permettra de réduire ses coûts, de maîtriser ses coûts, ne permet plus aux autres entreprises d'entrer sur le marché. Il reste seul, c'est un monopole appelé monopole naturel. الاحتكار الطبيعي هو في حالة وجود مقاولة واحدة يمكنها تلبية جميع الطلبات بتكلفة أقل. الاحتكار الطبيعي في الواقع هو احتكار صعب أن يحدث في الواقع. لا يمكن للمنافسين المحتملين الإنتاج بهذه الشروط بسبب ارتفاع التكاليف الثابتة. هنا نتحدث عن احتكار طبيعي عندما تتواجد لدينا مقاولة واحدة قوية جدا وذات حجم مرتفع يمكنها من إنتاج بتكلفة منخفضة جدا مما يؤدي إلى انعدام المنافسة أو عدم تجرؤ المقاولات الأخرى على الدخول إلى هذا السوق نظرا للتكلفة المرتفعة بالنسبة إليهم التي لا يمكنهم بالتالي أن ينافسوا هذه المقاولة، فيحدث هناك احتكار نسميه باحتكار طبيعي. لكن في إطار الانفتاح الحالي ما بين الأسواق إلى آخره على المستوى العالمي فمن الصعب وجود احتكار طبيعي من طرف مقاولة واحدة. Le monopole technologique. Le monopole technologique, il est lié à la détention d'un brevet d'invention ou au contrôle exclusif d'une méthode dont il n'existe pas de substitut. C'est le monopole qui est imposé par la technologie, c'est-à-dire que nous avons une technologie que nous avons développée qui est très pointue, que nous l'avons protégée par un brevet et par conséquent, aucune autre entreprise ne peut concurrencer cette nouvelle technologie. Donc c'est le cas du monopole technologique. الاحتكار التكنولوجي مرتبط بامتلاك براءة اختراع أو السيطرة الحصرية على طريقة لا يوجد بديل عنها. بالتالي هناك احتكار تكنولوجي عندما تحتكر مقاولة معينة تكنولوجيا معينة تقوم بتطويرها بفضل كفاءتها أو بشرائها وتقوم بتسجيل براءة اختراعها وبالتالي هي الوحيدة المخولة لها استعمال تلك التكنولوجيا لإنتاج ذلك المنتج وبالتالي فإنها تصبح في وضعية احتكار نسميه بالاحتكار التكنولوجي. Donc les points à retenir à ce niveau-là, le monopole c'est un seul offreur face à plusieurs demandeurs. Les sources et les types du monopole, l'État, on parle d'un monopole légal. Les capacités de production, on parle d'un monopole naturel. Et au niveau de la technologie, on parle d'un monopole technologique. Maintenant, comment le marché de monopole réalise son équilibre ? L'équilibre d'une entreprise en situation de monopole est réalisé lorsque sa recette marginale est égale à son coût marginal. Regardez ici, on parle de la recette marginale parce que le prix n'est pas fixe. Donc le prix, il est variable et par conséquent, on n'a pas un prix à égaliser avec la recette marginale, avec le coût marginal, mais on égalise la recette marginale avec le coût marginal. Cet équilibre lui permet de maximiser son profit total. Donc, c'est le maximum du profit total qui est réalisé, qui permettra de déterminer son prix. Donc, elle, l'entreprise, comment ça se fait en pratique? C'est elle l'offre, et il étudie la demande,
Et ensuite, à la courbe de la demande, il va déterminer la fonction de la recette totale et fait sa dérivée et par conséquent, il détermine la recette marginale. Il égalise la recette marginale avec le coût marginal et il va déterminer la quantité qui va lui permettre de maximiser son profit total. Donc l'entreprise en situation de monopole, c'est elle qui détermine le prix, mais il ne le détermine pas de façon arbitraire, il le détermine selon la relation entre la recette marginale et le coût marginal. Donc à ce niveau-là, donc la recette marginale, c'est la recette de la dernière unité vendue et le coût marginal, c'est le coût de la dernière unité produite. سوق توازن الاحتكار أو سوق الاحتكار وتوازنه. كيف يتم التوازن أثناء سوق الاحتكار؟ يتحقق توازن المقاولة الاحتكارية التي توجد في وضعية احتكار عندما تساوي إيراداتها الحدية تكلفتها الحدية. هذا التوازن يمكنها من تحقيق أقصى ربح ممكن. إذن التوازن الذي يحدث أثناء المقاولة الاحتكارية، كيف تحدد السعر؟ قلنا بأن السعر يتحدده المقاولة، لكن من خلال دراسة الطلب، لأنها هي تمثل العرض، هي الوحيدة المتواجدة في السوق، بالتالي هي التي تحدد العرض. ومن هنا يتم التوازن من خلال العلاقة التي تربط ما بين الإيرادات الحدية والتكلفة الحدية، مما يمكنها من تحقيق أقصى ربح ممكن. إذن الإيرادات الحدية ماذا نقصد بها؟ نقصد بها الإيرادات التي تحققها آخر وحدة موجهة للبيع. والتكلفة الحدية هي التكلفة التي تحققها آخر وحدة يتم إنتاجها. On va parler également d'une notion du monopole qu'on appelle le monopole discriminant. Une situation dans laquelle se trouve le monopole, il peut lui permettre également de pratiquer ce qu'on appelle le monopole discriminant, c'est-à-dire pour le même produit, deux prix différents, donc il aura deux marchés ou deux types de consommateurs. Donc lorsque je suis en situation de monopole en tant qu'entreprise et je constate que ma demande, elle est différente et n'est pas homogène, mais par rapport à quoi? Par rapport à l'élasticité, ça veut dire par rapport à réaction face au prix. Je peux lui pratiquer des prix qui sont différents. L'exemple, c'est la première classe, deuxième classe, dans les trains, dans les cinémas, etc. Donc je détermine un prix pour le même produit. Donc je fais une petite différenciation par rapport aux caractéristiques et je livre deux produits avec deux prix différents, ce qui va me permettre de gagner encore plus, ce qu'on appelle le monopole discriminant. التمييز الاحتكاري، المقاولة التي توجد في وضعية احتكارية تقوم بتطبيق سعرين مختلفين لنفس المنتج، وبالتالي سيكون لهما سوقان أو نوعان من المستهلكين. كيف يحدث ذلك في الواقع؟ السؤال: كيف لمقاولة توجد في وضعية احتكارية أن تقوم بتطبيق سعرين مختلفين؟ ولماذا تقوم بذلك؟ كيف تقوم بذلك؟ تقوم بذلك من خلال أنها تقسم المستهلكين إلى مستهلكين يتقبلون سعرا مرتفع ومستهلكين يتقبلون سعرا منخفض. وبالتالي هنا كيف يتحدد ذلك ولماذا تفعل ذلك؟ لكي تحقق أقصى ربح ممكن. يحدث ذلك كذلك لأنها تلاحظ بأن المستهلكين غير متجانسين من خلال ردة فعلهم بخصوص الثمن أو المرونة من خلال السعر، وهنا يقوم بتطبيق سعرين مختلفين، سعر مرتفع بالنسبة للمستهلكين الذين يستطيعون تقبل سعر مرتفع بجودة مرتفعة، وسعر منخفض لمستهلكين يريدون سعرا منخفضا بجودة مقبولة. وبالتالي هنا نشير في أمثلة، مثلا الصنف الأول، الصنف الثاني في القطارات، مثلا في قاعات السينما إلى آخره. وهنا المقاولة بالنسبة إليها يوجد سوقان أو نوعين من المستهلكين. Ce qui est à retenir sur ce point-là, c'est que le monopole est faiseur du prix, pas comme le cas de concurrence pure et parfaite, qui lui permet de maximiser son profit total. Le monopole pur, son produit est unique, sans substitut. Et là, c'est une notion importante, c'est que le monopole pur, c'est un monopole dans lequel
il n'y a pas de substitut. Il est seul, mais il n'a pas de substitut. C'est également difficile de se retrouver sur le marché. Par exemple, vous avez le monopole de l'ONE. Donc l'ONE, c'est eux qui peuvent distribuer l'électricité et servir l'électricité, par exemple, au Maroc. Mais si vous n'êtes pas adhérent ou abonné à l'ONE, vous pouvez utiliser l'énergie solaire. Dans ce cas-là, il y a un substitut, donc il n'est pas en situation de monopole pur. L'ONCF qui gère par exemple les trains, donc il est en situation de monopole, mais il n'est pas en monopole pur. Pourquoi? Parce que je peux ne pas utiliser le train pour me transporter par un autre moyen de transport. Donc il y a un substitut. Donc le monopole pur, c'est un cas qui tend vers un cas théorique, c'est le cas où il n'y a que le produit et il n'y a pas de substitut à ce produit. À ce niveau-là, je vous remercie pour votre attention et on met la fin à cette séquence qui constitue la 4e séquence de notre cours de terminologie des sciences économiques et de gestion. Merci pour votre attention.